Préliminaire sur le style. Nous allons examiner maintenant des arts en quelque sorte sans pudeur, sans mesure et presque sans règles, comme sont la sculpture, la peinture et le roman. Il est donc à propos de ramasser ici ce que déjà nous pouvons dire du style. Car si les costumes et ornements ont conservé le style dans sa pureté, il faut dire que c'est l'architecture qui est surtout maîtresse de style. Toutefois, les arts en mouvement, par l'effet de la pudeur et de la politesse, sont arrivés aussi à une sorte de style, mais moins assuré. Ceux qui ont vu des danses russes auront à dire que le rythme n'y manque pas, mais que le style y manque. Au contraire, la danse des villages bretons, si savante, si étudiée, si modeste, aussi dans ses mouvements, est un bel exemple du style dans les mouvements rythmés. Le style dans les arts de ce genre consisterait donc à régler ou à retenir les mouvements naturels des passions au profit de la force expressive. On appelle le goût, et c'est très bien dit, la préférence du spectateur et aussi de l'acteur pour le langage traditionnel, lequel a naturellement pour règle de dire beaucoup avec peu de mouvement. À dire vrai, les orateurs, les tragédiens et les chanteurs n'évitent pas toujours assez les cris et les convulsions. Toutefois, les conditions de l'acoustique et les fatigues du métier tendent toujours à restaurer les règles du goût, à quoi la poésie dramatique ne contribue pas peu, en imposant aux passions une espèce de chant qui règle en même temps les gestes, ainsi qu'il a été expliqué. La musique est peut-être de tous les arts en mouvement celui qui conserve le mieux ce qu'on appelle le style. La musique est peut-être le style même, car il n'y a point de musique passable qui ne suive une mesure rigoureuse, et ce n'est guère que dans la musique dramatique que le chanteur peut se permettre de manquer aux règles de bon goût. Encore en est-il toujours puni, car un son juste, plein et puissant suppose la possession de soi. Enfin, il est clair que la musique populaire est simple et noble toujours, sans la moindre trace de déclamation. C'est pourquoi on ne dirait pas trop en disant que le style est parent de la grandeur d'âme et que la volonté de plaire ou d'étonner y est tout à fait contraire. Sans doute faudrait-il aussi considérer attentivement ce que c'est qu'exprimer, car une mimique violente et désordonnée n'exprime rien. Peut-être arriverait-elle à jeter le spectateur dans les mêmes convulsions, mais il ne saurait pas pour cela ce qu'il éprouve, et il est presque de définition qu'un geste non retenu éteint la pensée. C'est par là que les passions dépassent toujours leur fin. L'expression veut donc être comprise. Aussi est-elle par elle-même une invitation à l'attente. Elle avertit par la retenue. On sait que le moyen d'établir le silence n'est pas de crier. Aussi doit-on dire que la vraie musique fait silence, et la vraie éloquence aussi, et le véritable acteur aussi. Je dis le silence par le silence. En somme, aucun tumulte n'exprime rien. L'expression est de la pensée. Il faut donc que la passion ait contour et forme, et la pudeur en toute chose est sans doute la peur d'exprimer trop, et ainsi d'exprimer mal. C'est pourquoi la politesse tient de si près au style. Remarquez qu'une danse de style, comme le menuet, est une danse de politesse. Un homme poli est souvent admirable par une élégance sans pensée aucune. Ce genre de style désespère l'imitateur et écrase l'envieux. Il faut donc regarder attentivement par là, mais sans aucun espoir d'y trouver un modèle pour les œuvres, car l'homme poli n'est modèle que de politesse. Il faut transposer ici plutôt qu'imiter et saisir l'analogie en écartant la ressemblance. Mais il faudrait décrire ce vide de la politesse qui en est l'essence. Celui qui a le souci de plaire n'est qu'à moitié poli. Celui qui craint de déplaire ne l'est même pas à moitié. C'est que l'intention se voit et la crainte encore plus. Il y a une perfection de la politesse qui suppose que l'on n'ait rien à cacher. La danse excelle à nous vider ainsi de nos pensées, de façon que nous ne répondions aux signes seulement par le signe. On peut concevoir une conversation d'après ce modèle, mais les paroles et les gestes définiront alors le style d'une danse, non le style d'une conversation. Il faudrait transporter le style de la danse dans une conversation qui dise quelque chose, mais cela suppose une sécurité entière avec des pensées, ce qui est chose rare, même entre amis. Il faudrait être assez assuré de ce qu'on dira et assez tranquille sur les effets, pour régler le langage sur l'objet seulement. On voit que le style dans les œuvres ressemble au style de la politesse, mais qu'il s'y oppose aussi, par cette liberté d'exprimer qui exclut toute politesse. Il y a certainement de la solitude autour des œuvres, mais c'est une solitude peuplée, dont la situation de l'orateur, à ses plus beaux moments, nous donne quelques idées, car il a égard à tous ses auditeurs, sans en considérer jamais aucun en particulier. On saisit ici la différence entre le public, qui soutient les œuvres, et la société qui les tuerait toutes, et que le style est bien une politesse, mais qui sauve la forme par le contenu.
L'architecture va aux mêmes fins par un chemin plus caché, car la dureté de la pierre est pour beaucoup dans la sobriété de l'ornement. Chacun sait bien aussi que l'exécution dans les broderies et tapisseries, dans les faïences peintes, donne du style aux ornements, et déjà la forme de l'objet, comme une assiette ou un vase, ou bien les cases régulières d'une frise affermissent le dessin et délivre de l'imitation puérile. Il y a un frappant contraste dans les dessins des jeunes enfants entre la composition libre, toujours laide, et l'ornementation réglée, qui, par la nécessité des teintes plates et des lignes simplifiées, conduit souvent, dès les premiers essais, à des modèles dignes de l'art ancien. Mais qu'est-ce que l'art ancien dans le mobilier, dans la terre cuite, dans la faïence, sinon l'art de l'artisan? Dans ces travaux toujours difficiles, et où la matière ne permet pas les fautes, les mouvements sont disciplinés par le métier, la pensée est attentive, sérieuse, éveillée, sans aucune comédie. Cette conscience de l'artisan se retrouve dans le trait, sans qu'il y pense, et c'est un beau témoignage. La pudeur ici est donc plutôt sagesse. C'est pourquoi les fautes de goût qui seraient dans le plan sont toujours atténuées par l'exécution. Ainsi l'architecture est le modèle de tous les arts. Si l'on recherchait bien les vrais caractères des beaux meubles, où le style est bien reconnu, on trouverait de même que les exigences du métier y sont partout visibles. Considérons seulement une horloge ornée. Il me semble que l'idée d'un mécanisme fragile, il s'agit d'assurer et de protéger d'abord, est sensible dans les surfaces planes, dans les colonnettes, et jusque dans les fantaisies d'ornement exigées par la mode ou suggérées par l'imitation. Il en est de même pour une commode, pour un flambeau ou pour une cuillère d'argent. Comme sur le son, un bel archet, le moindre changement se détache avec force, quoique la justesse et la pureté du son n'en soient pas altérées. Ainsi l'ornement sur la chose. Rien n'apaise mieux les passions qu'un travail difficile des mains. Rien n'éveille mieux la pensée aussi. Les rêveries prennent la forme du jugement. Par cette disposition où l'on se trouve à saisir l'objet exactement comme il est, sans mensonge ni ruse, tel est donc l'esprit de l'ornement, et telles sont quelques-unes des conditions du style en toute œuvre. Et c'est assez maintenant là-dessus. Livre 7e de la sculpture, de l'imitation et des modèles. On ne dit point qu'un homme qu'il est artiste parce qu'il imite le chant des oiseaux ou le bruit du vent. On ne dit point d'un architecte qu'il est artiste tant qu'il se borne à copier exactement un modèle. Les arts que nous avons maintenant à examiner peuvent être appelés arts décevants parce qu'ils semblent tirer leur puissance de l'imitation même de la nature, ce qui réduirait le rôle de l'écrivain, du peintre et surtout du sculpteur à bien choisir son modèle, à le bien disposer ou bien à se placer comme il faut pour le bien voir et enfin en donner une copie exacte. Cette dernière partie du travail offre encore plus d'une difficulté dans l'écriture et dans la peinture, mais dans la sculpture elle est purement mécanique. Il n'est pas difficile de concevoir une machine à sculpter qui donnerait à la pierre ou au marbre exactement les creux, les reliefs et les dimensions du modèle. Le moulage est un moyen mécanique encore plus simple, et l'exécution même manuelle d'une copie en marbre d'après un modèle en plâtre ou en terre glaise est souvent laissée à l'ouvrier. Ainsi, en même temps que la sculpture se sépare de l'architecture et délie les statues, nous nous trouvons bien loin de ces arts où l'exécution et l'invention marchent du même pas, comme sont l'éloquence, la poésie, la danse, la musique et aussi l'architecture, comme on l'a vu. Comme il existe de beaux modèles, par exemple de beaux hommes et de belles femmes, et que le goût ici ne trompe guère, rien ne serait donc plus facile que de faire des statues. Et cela est vrai en un sens. Il ne manque point de mauvais peintres qui se sont trouvés sculpteurs passables, pourvu qu'ils aient eu à copier quelques beaux vieillards ou quelques athlètes. Et du reste, il n'est pas impossible qu'on invente quelques procédés analogues à celui des photographes et qui donnera le portrait en relief et ressemblant de ceux qui auront la patience de rester immobiles un petit moment. Le portrait ainsi fabriqué d'un homme beau serait donc beau, et encore plus beau s'il était peint d'après la nature même, et vêtu de vraies étoffes, comme dans les figures de cire que l'on voit chez les marchands. Pourtant, on ne voit point qu'une belle actrice ait jamais désiré rester jeune et belle sous cette forme-là, un homme d'État non plus. Disons même qu'un portrait de ce genre serait désagréable et presque effrayant à regarder, et il n'est pas difficile de dire pourquoi. Cette immobilité jointe à toutes les apparences de la vie, du sentiment et même de l'esprit, donne l'idée d'une mort soudaine ou d'une folie sans avertissement. Et même une statue de marbre, quand l'artiste a copié la nature sans précaution, donne souvent une impression du même genre, quoique moins forte. Il y a toujours quelque expression de folie dans les statues dansantes ou souriantes. On pourrait dire qu'une certaine recherche du mouvement rend l'immobilité du marbre encore plus frappante. Et enfin, il est assez clair que la sculpture ne peut point du tout exprimer à la manière de la danse, et donc qu'elle ne doit point du tout chercher par là. Dans le fait,
Cette fantaisie se trouve réglée plus ou moins par le modèle vivant lui-même, qui cherche d'abord une pause qu'il puisse conserver sans trop de fatigue. En quoi il faut distinguer les gens du métier, toujours assez calmes et indifférents, ceux qui donnent quelquefois un peu de noblesse à leurs portraits de plâtre ou de marbre, et ceux qui veulent laisser une belle image d'eux-mêmes, et qui, d'après cette idée, prennent justement l'attitude la moins naturelle et le plus sot visage. Aussi, il est d'expérience que les faiseurs de portraits en marbre cherchent toujours et trouvent quelquefois une expression que le modèle n'offre jamais pendant la pose, ou s'il sait seulement qu'on le regarde. Ainsi, la reproduction trait pour trait qu'ils font d'abord n'est jamais qu'une ébauche, sur laquelle ils chercheront en tâtonnant le véritable visage que le modèle ne sait pas montrer. C'est pourquoi très prudemment ils cherchent d'abord une ébauche simplifiée, une esquisse par plan, comme ils disent, ce que l'exécution mécanique ne chercherait pas du tout, car la machine à sculpter pourrait aussi bien finir la bouche avant que le front soit seulement coupé dans le marbre. Ainsi, dans les procédés mêmes des sculpteurs qui voudraient bien copier la nature, on aperçoit une autre règle architecturale au fond, qui est celle que la matière impose aux ornements, comme on l'a dit. Seulement, il faut avouer que la méthode de modeler dans la glaise est cause que la plupart oublient bientôt leurs principes et gâtent l'ébauche. Il faut être bien avancé dans cet art difficile pour traiter le glaise comme si c'était du marbre déjà. La glaise. Mais nous, éclairés par l'étude d'autres arts moins libres et moins attachés au métier, faisons choix par jugement d'un autre genre de copie où le modèle est l'œuvre même. Michel-Ange, ce qu'on dit, ne concevait la statue qu'en considérant le bloc de marbre qu'on lui apportait. Ainsi, la vraie méthode lui était présentée par ces plans de hasard qui dessinaient déjà quelque chose. Et sans doute, il sculptait d'abord quelques blocs encore sauvages qui n'avaient de forme que pour lui. Ainsi, le modèle naissait du marbre, et le modèle, c'était l'œuvre même. Considérez maintenant le modeleur devant son bloc de terre plastique. Son œuvre ressemble alors à ces rêveries que le plus petit incident transforme sans que le souvenir en garde rien. Il ressemble à ces écrivains qui négligent la première esquisse par le pouvoir qu'ils ont de raturer. Mais n'anticipons point trop, comme l'architecte est le maître du sculpteur, ainsi le sculpteur est le maître du peintre, et tout de l'écrivain, et tous de l'écrivain. De l'invention des formes. Nos rêves et même nos rêveries sont informes si quelque objet ne les soutient, mais presque toujours l'objet fournit trop les détails, égare l'attention, l'impatience, la fatigue, l'espérance, la crainte, la colère brodent là-dessus. Ce n'est que naissance et mort. C'est pourquoi les étoiles immuables et simples offrent toujours au jugement humain le meilleur objet. Mais aussi la rêverie qui s'en détourne et veut pourtant y penser, ne répond point du tout aux premières espérances. Le supplice des fous est de poursuivre quelque vérité sans objet. C'est pourquoi les prudents s'attachent aux mots. Mais la pensée réelle fut d'abord interprétation des jeux de lumière dans les solides sous le contrôle du toucher. Ce mouvement des mains si naturel qui explore les reliefs fut l'école du naïf sculpteur. Par le même mouvement, toute forme ambiguë pour les yeux fut assurée et confirmée. On goûte un plaisir qui ne s'use guère à retrouver quelque visage ou quelque animal dans le profil des montagnes ou des récifs. Comme les formes sont simples et les détails rares, cette recherche n'égare point. Le jugement rassemble ses forces et retrouve enfin ce qu'il cherche. Toutefois, l'idée d'achever est comme de conquérir cette forme fuyante par le travail des mains, et naturelle aussi. C'est donner corps à une apparence raisonnable, et sans doute les premières inventions se firent ainsi, la main marquant aussitôt sur l'objet la prise de la pensée, et en revanche l'objet sauvant l'esquisse contre cette improvisation instable qui dissout naturellement toutes nos pensées. La première idée de sculpter naquit sans doute de cette rêverie disciplinée par des formes solides, mais quoique la résistance de la matière mit en garde contre les folles improvisations, néanmoins plus d'un sculpteur naïf fit grimacer l'œuvre et trouva 100 visages alors qu'il n'en cherchait qu'un. Cette mésaventure est celle de presque tous les sculpteurs d'aujourd'hui. Et leur travail n'est souvent que pour corriger cette erreur des passions, mais il n'arrive à sculpter que le masque d'une folie décente au rebours. Le vrai sculpteur, retournant à l'antique sagesse de l'exorciseur, change prudemment la première forme, je dirais plutôt qu'il la délivre, écartant toutes ces formes démoniaques qui voudraient exister aussi. On se risquerait à dire que le premier travail de la pensée, c'est la sculpture peut-être. Ceux qui auront bien saisi d'après ces vues la règle et la condition de toutes nos inventions seront moins surpris de ces fermes jugements, et si communs qui estiment un vieux sein de pierre où les fautes sont pourtant assez visibles, bien au-dessus d'une figurine adroitement finie. Ces jugements n'échappent pas aux artistes,
mais comme ils n'en devinent pas les causes et comme ils sentent bien que l'exactitude des proportions et des formes n'est pas un défaut pourtant, il arrive que leurs œuvres tombent sous leur propre jugement. Il est donc à propos de mettre ici en ordre, d'après les principes, tous les articles de cette sévère discipline, assez connue mais trop peu comprise, et qui permettra de vaincre la dangereuse facilité propre au métier du modeleur. Comme il est beau que l'invention retrouve la nature, et quoique cette condition ne soit pas la première, il faut que les formes humaines, qui sont le modèle principal du sculpteur, soient d'abord connues et familières par l'étude anatomique, par le moulage, par le dessin, ou bien par des travaux exécutés d'après le modèle seulement, au lieu de le construire d'après la matière et sa première forme. Mais ce travail d'école est surtout périlleux si l'on pétrit au lieu de sculpter, parce que la matière obéit trop alors au désir de bien faire. Les premiers essais de Michel-Ange, à ce qu'on dit, furent dans un morceau de marbre, et il n'importe pas peu que la matière durable, résistante et précieuse soit présente dans le moindre travail, car la vraie idée du sculpteur est ainsi fixée et retenue dans le marbre, immuable et forte comme sera l'œuvre, et en quelque sorte cachée dedans. Ainsi l'attention ne s'en détourne guère, et le modèle n'est plus là que pour rappeler le détail des formes que le marbre en travail refuse toujours de montrer. Mais c'est l'œuvre même qui montre la vraie forme du modèle, sans les accidents et les vains détails. Par ce moyen, la forme sculptée sera de marbre toujours, au lieu que, par l'exécution du praticien, la statue de marbre risque d'avoir encore forme de glaise, comme on voit souvent, trop souvent. Que le marbre soit donc maître de sculpture du commencement à la fin. Aussi voit-on que, comme le marbre ne suffirait point aux immenses études qui sont nécessaires, c'est par le dessin surtout qu'il se prépare le vrai sculpteur. Ainsi le dessin, d'abord réglé par la sculpture, la rappelle à elle-même par ce détour, car le dessin ne peut copier la chose, il la traduit en son langage. C'est par ce chemin donc que le vrai sculpteur explore les proportions, les attitudes et les formes naturelles. Seulement, les dessins sont alors des études, non des œuvres, et rien n'est plus propre à détacher l'artiste de son modèle sans pourtant l'en détourner, car celui qui dessine n'est pas tenté d'imiter le modèle à la façon du mauvais sculpteur, il n'en prend que la forme nue. Par cet intermédiaire, le modèle agit comme il faut sur l'œuvre sculptée, rigoureusement toujours, mais comme témoin et non pas comme aide, puisque sans dessin ne commence pas une statue. Disons que la loi qui peut sauver les artistes en tous ces arts décevants où l'œuvre semble faite dans le modèle, c'est qu'il faut arriver au portrait et à la ressemblance sans chercher l'un ni l'autre. Par exemple, il ne sert pas qu'une sculpture ressemble si elle est sculpture d'abord. Et pour tout dire, en peu de mots, il y a bien des moyens d'attraper la ressemblance, et dont il faut que l'artiste fasse abandon pour toujours. Par les mêmes causes, la description est l'épreuve de l'écrivain. Ainsi, en aucun art l'invention n'est faite de portrait, et au contraire, le portrait n'est possible que par l'invention. Pour mieux dire, le portrait est l'invention la plus difficile et qui doit venir la dernière. Enfin, comme il est vrai de tout objet, c'est par l'œuvre qu'on saisit l'homme. Cette idée ne cessera pas d'être éclaircie jusqu'au terme de ses études. Il fallait l'exprimer d'abord dans son tout. C'est autant qu'on peut l'exemple après la règle, comme il convient.